toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans Smart Impact, votre magazine quotidien consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, l'apparition d'un nouveau poste au sein des organisations, le Chief Impact Officer, un métier qui prend de l'ampleur ces dernières années. Sa mission, guider l'entreprise dans sa transformation sociale, sociétale et environnementale. Nous ferons le point sur ses missions, son intégration au sein de l'organigramme et ses challenges. Nous nous demanderons surtout s'il s'agit seulement d'un nouveau poste tendance dans l'univers RSE ou au contraire d'une véritable avancée pour l'écologie. Zoom ensuite dans cette émission sur le vélo Made in France. Le marché français du vélo prend de la vitesse et boucle une année 2021 record. Près de 2,8 millions de vélos ont été vendus l'année dernière. La France rattrape ses voisins européens, portés notamment par l'explosion du vélo électrique. La carte du Made in France semble elle aussi particulièrement séduire les consommateurs. Ils sont d'ailleurs prêts à payer plus cher pour acquérir leur cycle tricolore. Mais vous verrez, il reste encore beaucoup à faire pour relocaliser cette industrie autrefois florissante. Enfin, une peinture qui réduit la dépense énergétique des bâtiments. Chaque été, les canicules et fortes chaleurs amènent leur lot d'inconfort pour les habitants de certains immeubles et elles renforcent la consommation en énergie, notamment par le recours à la climatisation. La bonne idée du jour est donc celle du CEO d'Enercool qui propose une peinture blanche, réflective et qui protège les bâtiments de la chaleur. Mais d'abord, c'est l'heure de l'invité du jour. Notre premier invité, Alexis Normand, CEO et cofondateur de Greenly, spécialiste du bilan carbone pour les PME, qui publie son premier baromètre sur le métier de Chief Impact Officer. Bonjour Alexis Normand. Bonjour. Bienvenue dans Smart Impact. Un métier relativement récent, si je peux me permettre, puisque près de 70% des répondants exercent ce métier depuis moins de 2 ans. C'est ce qu'on apprend dans cette étude. À la frontière entre la communication et les affaires publiques, ce poste commence, c'est ce que je disais aussi en préambule de cette émission, à prendre de l'ampleur dans l'organigramme stratégique des entreprises. On va voir avec vous donc s'il s'agit ou non d'une tendance de fond. Avant les CIO, les Chief Impact Officer, Alexis Normand, par qui étaient exercées au sein des entreprises ces responsabilités relatives à la RSE ? Alors, bien sûr, on pense que c'est une tendance de fond, puisque la transition écologique est une tendance de fond. Jusqu'ici, c'était les directeurs QSE, les directeurs RSE qui géraient ces problématiques. Mais on les voyait d'abord dans des grandes entreprises et pas toujours rattachés à la direction. Ce qui est assez frappant dans l'étude qu'on a réalisée auprès d'une centaine d'entreprises, c'est que le Chief Impact Officer, en fait, c'est la manifestation, je pense, d'une prise de pouvoir des responsables de la transition énergétique. Et donc, ils sont directement rattachés à la direction et ils ont des responsabilités beaucoup plus transversales, à mon avis, que jusqu'ici avait la RSE. J'aimerais revenir sur ce que vous disiez des grandes entreprises, des plus petites entreprises. Là, on s'adresse à qui ? On s'adresse aux PME, justement, où on est sur des plus petites structures ou sur des plus grandes structures ? Alors, c'est vrai que la plupart des Chief Impact Officers sont nouveaux dans le poste parce que c'est justement une fonction que les PME commencent à créer, là où les grandes entreprises avaient des directeurs RSE. On a vu Kat Borlangan chez Content Square, vous avez le Prince Harry chez BetterUp. Donc souvent, c'est des startups ou des licornes du numérique qui commencent à s'intéresser très fortement à leur impact environnemental et qui créent un poste. Pourquoi c'est elles qui sont davantage concernées par ces créations de postes-là de Chief Impact Officer ? Mais parce que, d'abord, c'est des structures plus jeunes et on le voit aussi chez Greenly, chez les salariés qui arrivent sur le marché du travail, l'implication de leur entreprise dans les problématiques écologiques est clé. Il y a des mouvements étudiants sur ces questions et donc si vous êtes un employeur qui recrutait beaucoup de jeunes, vous ne pouvez pas vous désintéresser de ces questions, ne serait-ce que pour des problématiques RH. Avez-vous une idée aujourd'hui du nombre donc, de CIO dans ce type d'organisation aujourd'hui en France ? On est sur quel chiffre ? Alors ça reste un métier émergent. Ouais. Nous, on en a identifié une centaine. Et c'est des gens qui définissent aujourd'hui leur poste. Ils sont plus de 60% à être dans le poste depuis moins de 2 ans. Donc c'est
un démarrage et je pense en forte augmentation. Quel frein persiste selon vous encore au développement de ce métier dans les PME? Est-ce que c'est un manque de connaissances, un manque de moyens? Voilà, que diriez-vous sur les freins aujourd'hui? Je pense que le principal obstacle, c'est plutôt la formation des intéressés. Finalement, le Chief Impact Officer, c'est un peu comme le Chief Digital Officer il y a 10, il y a 15 ans. C'est-à-dire que la problématique monte, mais peu de gens savent ce que ça implique, ce qu'il faut faire. Et donc, on met des gens sur ce poste qui doivent créer leur poste, qui doivent se former. C'est justement une des choses que Greenly propose, c'est de démarrer la trajectoire climat avec un bilan carbone, mais ils ont d'autres problématiques, les problématiques sociales, les problématiques de diversité, d'égalité salariale, etc. C'était quoi l'objectif de ce baromètre? Qu'est-ce que vous vouliez y mettre en lumière exactement, très précisément? D'abord, nous, on était frappés par le nombre de nos clients qui avaient le titre de Chief Impact Officer. Et donc, on a voulu, nous, comprendre quelles étaient les motivations des entreprises qui créaient ce poste. Je pense qu'il y a la motivation RH. Il y a aussi la motivation économique, bien sûr. De plus en plus de PME, en fait, doivent rendre des comptes à leurs clients finaux, consommateurs, mais aussi beaucoup les clients B2B. Si vous travaillez pour un grand groupe, les procédures d'achat vous demandent qu'est-ce que vous faites sur le bilan carbone, qu'est-ce que vous faites sur la diversité, qu'est-ce que vous faites sur l'égalité salariale. Et jusqu'ici, c'était le commercial qui le gérait ou le marketing, c'était pas très clair. Ces sociétés B2B, en nommant un Chief Impact Officer, en fait, apportent une brique de réponse et des vraies compétences sur des sujets business, en fait. Quelles sont les missions? Vous en avez un tout petit peu parlé tout à l'heure. On a compris que c'était très transversal au sein d'une organisation. Quelles sont les missions concrètes d'un Chief Impact Officer aujourd'hui dans une organisation? Voilà. Pour les entreprises qu'on en a un, il n'y a pas que le profit, il y a aussi les personnes et la planète, les 3 P. Et là-dessus, je pense que la mission première, c'est la transition énergétique. Donc, c'est le climat. Quelles sont les émissions de mon entreprise? D'où viennent-elles? Est-ce que c'est mes data centers? Est-ce que c'est mes transports? Est-ce que c'est mes achats? Qu'est-ce que je fais pour les réduire? Quelle trajectoire je décide? Comment je communique sur ces sujets? Bilan carbone, je pense que c'est la première mission. Après, l'environnement, c'est plus large que ça. Vous avez votre impact sur la biodiversité, la consommation des terres si vous êtes dans l'agriculture, etc. etc. Au-delà de l'environnement, finalement, on retombe un peu sur ce qu'on pouvait avoir dans la RSE. Donc vous avez le social. Est-ce que mes salariés sont équipés, si vous voulez, en soutien, en perks, entre guillemets, etc. Et puis, je pense qu'il y a vraiment cette question de la diversité et de l'égalité salariale. Dans les startups, dans la tech, il n'y a pas toujours d'égalité, en tout cas de mix hommes-femmes équilibré. Et donc, c'est des sujets qui sont très importants à traiter. À quelle autre fonction dans l'entreprise, à quel autre service ils sont rattachés, ces Chief Impact Officer? Alors, c'est une des innovations du Chief Impact Officer, c'est qu'ils répondent directement à la direction. Quand une entreprise s'engage à avoir une stratégie impact, ça implique forcément l'implication de la direction, parce que en fait, c'est toute la finalité de l'entreprise qui est impactée, entre guillemets, enfin, sur lequel l'impact déteint. Donc, on ne peut pas l'avoir sous la sécurité ou sous... Je pense que en fait, ça correspond à une promotion de l'importance du sujet dans l'organisation, ce poste. Est-ce que le budget qui est alloué à ce poste-là, ou à l'exercice de ces fonctions en tout cas, il est conséquent aujourd'hui, surtout dans des petites structures type start-up, PME? Voilà, est-ce qu'il a les moyens pour mettre à bien sa mission? Je pense que c'est justement un des freins de ce poste. C'est que comme c'est des postes un peu nouveaux, c'est pas encore rentré dans la pratique institutionnelle. Donc, on pérennise des budgets pour une stratégie climat, pour un bilan carbone, pour des actions, pour d'autres sujets. Mais vous avez affaire à des gens qui créent leur poste et donc qui sont aussi des lobbyistes internes pour sécuriser, je pense, leur budget et le pérenniser d'année en année. Bon, qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui alors pour pérenniser, favoriser la création de ces postes-là aujourd'hui au sein des PME en France?
Je pense que dans toute organisation, on commence à avoir du pouvoir quand on a sécurisé un budget. Et donc, il ne faut pas avoir peur d'investir dans l'impact. Donc, investir d'abord et avant tout dans la transition écologique. Ça peut apparaître aujourd'hui comme une dépense importante. Mais en réalité, plus une entreprise aligne sa trajectoire business avec la transition écologique, plus elle se renforce sur le long terme vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de la valeur qu'elle apporte sur le marché. Donc moi, je dirais au Chief Impact Officer, sécuriser un budget important pour des actions de transition énergétique, d'abord et avant tout. Et pour faire émerger d'autant plus, encore plus de ces métiers-là au sein des organisations, qu'est-ce que vous dites aux PME qui n'en ont pas pour l'instant ? Avant de le dire aux PME, je le dirais aux services d'éducation. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de formation. Tout à l'heure. Il n'y a pas de formation. Ouais. Donc, les écoles de commerce ont très peu de formation aux enjeux RSE. Les écoles d'ingénieurs, c'est un peu mieux, mais ça reste une minorité. Et puis, ce n'est pas forcément des gens qui se destinent au Chief Impact Officer. Mais une fois que vous êtes dans l'organisation, vous avez envie de recruter des gens déjà formés. Nous, pour le coup, on fait que de l'impact. Donc, on recrute beaucoup d'ingénieurs qui sortent déjà très bien formés du système éducatif, mais c'est quasiment pas le cas des écoles de commerce. Donc, on agit aussi sur la formation. Je pense que c'est très important. Et du coup, comme cette formation n'existe pas chez les jeunes diplômés, il faut la mettre en œuvre. Nous, pour le coup, on forme nos staffs à devenir tous des experts climat. Et puis, ces formations, on les réutilise pour nos clients pour qu'ils deviennent eux-mêmes des experts climat. Merci beaucoup Alexis Normand d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Impact. Je rappelle, vous êtes CEO et cofondateur de Greenly. Merci de nous avoir présenté ces nouveaux postes au sein des organisations, les Chief Impact Officer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est l'heure de notre débat RSE. Le débat RSE dans Smart Impact aujourd'hui, le vélo Made in France qui remonte la pente, distancé depuis les années 70 par les vélos fabriqués en Chine. Les 2 roues français reviennent dans la course. Jamais en France le marché ne se sera aussi bien porté que ces 2 dernières années. Près de 2,8 millions de vélos ont été vendus en 2021, avec une appétence particulière, je le disais, pour l'électrique et un regain d'intérêt surtout pour le Made in France. On en parle avec nos 2 invités aujourd'hui. Virgile Caillet, délégué général de l'Union Sport et Cycle, il est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact. David Jamin, lui, nous accompagne en visioconférence, directeur général de la Manufacture française du cycle. Bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup de nous accompagner à distance. Virgile Caillet, ma première question sera pour vous. Forte demande, implication et incitation des pouvoirs publics, ça c'est sûr. Déploiement des infrastructures. Est-ce qu'on peut parler presque d'alignement des planètes aujourd'hui pour le secteur du vélo ? Alors, on peut effectivement parler d'alignement des planètes, une sorte de phénomène de société qui est en train de monter en puissance, une sorte de prise de conscience cyclable de la population française. Alors, vous l'avez dit, ce n'est pas propre aux 2 années de crise que l'on a vécues, qui ont été finalement un véritable révélateur, un accélérateur. Mais en vérité, depuis quelques années déjà, on sent monter cette vague de l'utilisation du vélo comme un outil de locomotion du quotidien. Et on arrive aujourd'hui à un phénomène assez extraordinaire, avec des chiffres très importants. Ouais. Et vous l'avez dit justement, avec aussi cette industrie française du cycle qui retrouve une certaine dynamique. Et ça, c'est une excellente chose pour le marché du vélo et puis pour notre industrie. Donc le secteur n'a pas été touché là, ces 2 dernières années ou même ces derniers mois plus particulièrement par les difficultés d'approvisionnement qu'ont connues énormément de secteurs. Bien sûr que le secteur a été touché, a été impacté. Et malgré tout, il a fait des excellents résultats. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on a vécu une montée en puissance en 3 temps. On a eu d'abord un phénomène avec les gilets jaunes qui ont quelque part obligé de nombreux Français à trouver des solutions alternatives pour se déplacer, et notamment pour aller faire les trajets domicile-travail. Et ils ont utilisé les vélos en location longue durée, en libre service. Et ça a été une première étape, j'allais dire, un peu psychologique. Et puis l'hiver suivant, on a eu les mouvements sociaux, les grèves dans les transports en commun. Et là encore, il a fallu finalement, pour des millions de Français, trouver des solutions. Le vélo s'est encore imposé.
Et donc, assez naturellement, presque, j'allais dire, le passage à l'acte s'est fait au moment de la crise sanitaire, avec une demande extrêmement forte. Des actifs, là, en l'occurrence, Beaucoup des gens qui en d'actifs. ont besoin pour aller travailler, hein, on était là-dessus. Exactement. Et on a analysé justement toutes ces populations. Ce qui est très intéressant, c'est que ce sont les populations quasiment les plus jeunes, les 18-24 ou 25-35, qui utilisent plus facilement le vélo pour ce qu'on appelle le vélo taf, pour aller au travail. Donc, probablement que c'est un phénomène qui va s'inscrire dans la durée. Pourquoi l'électrique? Alors là, expliquez-nous ce succès de l'électrique. Alors, d'un point de vue sémantique, on parle d'assistance électrique. Parce que, attention, il faut continuer à pédaler. Hein. Si vous ne pédalez pas, vous tombez. Voilà. Donc, c'est bien l'assistance électrique. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs phénomènes. D'abord, ça casse le frein psychologique de la difficulté, de l'effort. Et puis, par corrélation, s'il y a moins d'efforts, on va arriver dans un état un petit peu plus digne au travail. Et puis, il y a eu un changement de perception du vélo. Aujourd'hui, c'est presque exemplaire. On est admiratif devant les gens qui viennent au quotidien au travail en vélo. Donc, tous ces phénomènes ont fait que, effectivement, ça rentre un petit peu dans la norme. Alors, on en est encore au début. Hein. Il n'y a que 8% des Français aujourd'hui qui utilisent leur vélo pour aller au travail. Mais on imagine qu'il y a un potentiel qui est considérable. Est-ce que dans les raisons aussi pour lesquelles les Français plébiscitent aujourd'hui particulièrement le vélo, il y a évidemment, enfin on imagine en tout cas, le faible impact carbone du vélo, où on veut faire une bonne action aussi pour la planète. Il y a de ça aussi. Quelle place ça tient, ça? Bien entendu, c'est important. Et puis on est sur une émission qui privilégie justement cet angle-là. C'est important. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, on vient sur l'utilisation du vélo comme moyen de locomotion pour des raisons pragmatique, économique, de facilité. Et puis, assez rapidement, il y a le sujet de la liberté, il y a le sujet de l'entretien de son capital santé et le sujet, effectivement, du respect de l'environnement. C'est toutes ces choses, finalement, qui sont mises en avant par les utilisateurs du vélo. Pour rester sur le vélo électrique, assistance électrique, c'est ce que vous disiez. David Jamin, il est évidemment plus coûteux, ce vélo à assistance électrique. Quel est le budget moyen que les Français sont prêts à mettre aujourd'hui dans cet achat-là? Alors vous savez, il y a eu déjà beaucoup d'évolutions puisque désormais, le prix moyen d'un vélo électrique en France est monté à 2 000 €, ce qui nous positionne pas très loin des grands pays du vélo comme les Allemands et les Hollandais. Mais aujourd'hui, on peut acquérir un vélo électrique de bonne facture à partir de 6, 7, 800 € pour les premiers prix. Et puis un vélo à partir de 1 500, 2 000 € est vraiment un vélo qu'on peut utiliser tous les jours pour aller au travail. Et les Français sont prêts à mettre ce prix-là pour un vélo à assistance électrique? Je crois que les gens sont prêts parce que on voit que le marché augmente de façon significative. On a vraiment, avec le vélo électrique, des gens qui se remettent au vélo, qui se mettent en selle. On a des gens qui changent leur façon de se déplacer. On a des gens qui vraiment s'en servent comme une alternative à la voiture. Beaucoup de gens qui font du vélo électrique ne faisaient pas de vélo auparavant. David Jamin, de la même manière, les Français sont prêts à payer plus cher pour un vélo made in France aussi? Alors, vous savez, on parle beaucoup du Made in France, il y a beaucoup de slogans. Les Français sont d'abord prêts à payer le juste prix toujours. Et nous, notre caractéristique, en tout cas ce qu'on essaie de faire à la Manufacture Française du Cycle, en étant numéro 1 en part de marché volume du vélo électrique en France, c'est de faire des vélos électriques de très bonne facture, mais accessibles à tous, sans se réfugier derrière le logo Made in France qui doit nous permettre de faire payer plus cher. Mais David Jamin, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé là du retour du vélo français, c'est comme ça qu'on en a parlé ces derniers mois. La France a été un pays producteur de cycles importants. Ah oui, juste pour vous parler de la Manufacture Française du Cycle et répondre à cette question. La Manufacture Française du Cycle, c'est une vieille dame, c'est le berceau de la marque Gitane, créée en 1925. Et dans les années 70, en 1972 exactement, cette usine a été le premier exportateur de cycles en France à une époque où la France produisait pour son marché et exportait. Donc effectivement, il est vrai qu'il y a eu beaucoup de désindustrialisation dans notre domaine, comme dans beaucoup d'autres domaines de l'industrie. Et la particularité du cycle, c'est qu'on a réussi à garder cette activité en Europe, d'abord
parce qu'il y a une politique publique au niveau de l'Union européenne qui est un anti-dumping contre principalement la Chine, qui est en vigueur depuis la fin des années 90. Sans cet anti-dumping, il n'y aurait plus d'industrie du cycle en Europe. La preuve, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a pas d'anti-dumping. 90% des vélos vendus aux États-Unis viennent d'Asie et la majorité viennent de Chine. Donc, élément essentiel d'une réindustrialisation, ne pas avoir peur d'utiliser des mots comme l'anti-dumping et de protéger notre industrie, encore plus sur des métiers qui sont une des solutions à la transition écologique. Virgile Caillet, la France a une carte à jouer. En effet, elle a des atouts aujourd'hui pour mettre en avant sa reconquête du secteur. Elle a des atouts et elle doit agir vite. Il y a un exemple très intéressant, pas très loin de chez nous, au Portugal. Le Portugal, justement, a une politique très volontariste portée par les pouvoirs publics. Aujourd'hui, c'est un véritable hub européen qui fabrique pour beaucoup de pays européens et de marques, même françaises d'ailleurs, qui produisent en Europe. Au Portugal. Donc déjà, ça réduit les circuits, on est sur des circuits beaucoup plus courts, et nous, on est convaincus, et David le sait très bien, puisqu'il est en pointe sur ces sujets-là, on est convaincus qu'on a tous les éléments, tous les arguments, tous les atouts pour faire aussi, nous, en France, un hub européen, répondre à une demande de plus en plus forte des pays européens. David Jamin, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Virgile Caillet, j'imagine. Aller vite, sur quoi il faut agir le plus vite, si je peux me permettre la question? Il faut pas avoir peur d'oser, il faut investir dans l'innovation, il faut se battre en permanence parce que, alors je vous ai parlé d'anti-dumping, nos concurrents sont en Europe et souvent à la périphérie dans des pays avec des coûts de main-d'œuvre assez inférieurs. Parce que c'est ça, il y a un enjeu, David Jamin, il y a un enjeu de fournisseurs, de main-d'œuvre, de matériaux. C'est quoi les enjeux aujourd'hui? Il y a des enjeux partout, madame. Ouais. Il y a des enjeux de main-d'œuvre en France, comme dans tous les métiers. Il y a des enjeux de fournisseurs de matériaux. C'est pour ça que je vous parle d'innovation, parce que pour réussir à gagner, il faut trouver des solutions alternatives. C'est ce qu'on essaie de faire chez MFC. Quand on a relocalisé la peinture ici il y a quelques années, eh bien, on a choisi une technologie différente de celle qui était utilisée en Asie. Ça nous a permis, dans un premier temps, d'avoir la meilleure technologie par rapport aux contraintes environnementales, la peinture la plus vertueuse, et puis en plus, d'être au prix chinois. Donc il faut toujours trouver des solutions d'innovation pour faire un pas de côté et pas essayer de faire exactement la même chose. Si en France, on veut faire exactement la même chose que dans les pays low cost, ça va être compliqué. Donc l'idée, c'est de faire un peu différemment et de s'appuyer sur nos forces. La France est une terre d'industrie, la France est une terre avec des solutions industrielles, la France est une terre d'ingénieurs, la France est une terre où on peut entreprendre dans l'industrie, bien sûr. Virgile Caillet, il nous reste vraiment quelques secondes. Quelles sont vos prévisions de production en France en 2022? Voilà, alors, on avance dans quel sens? On parle d'assemblage en France, puisqu'il y a encore quelques composants qu'on ne sait pas faire sur notre territoire. On est à 800 000 vélos assemblés en France et les perspectives pour 2022 nous rapprochent du million de vélos. Donc on est vraiment sur la bonne voie et comme le disait David, il ne manque pas grand-chose, quelques innovations, quelques capacités d'investissement pour passer vraiment une étape supplémentaire et produire la majorité de nos vélos sur le territoire. Merci beaucoup d'être venu nous parler de vélo français, Virgile Caillet, aujourd'hui dans Smart Impact. Merci. Je rappelle, vous êtes délégué général de l'Union Sport et Cycle. Et David Jamin, merci à vous de nous avoir accompagnés à distance, directeur général de la manufacture française du cycle. Merci à tous les deux d'avoir débattu aujourd'hui avec nous. On termine cette émission comme chaque jour par la bonne idée du jour. La bonne idée du jour est celle de Maxime Claval, CEO d'Enercool, à l'origine d'une peinture, je le disais, qui rafraîchit les bâtiments et donc réduit leurs dépenses énergétiques. Bonjour Maxime Claval. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Smart Impact. De quel constat êtes-vous parti au moment de créer cette solution? Est-ce que vous aussi, vous avez vécu dans un appartement parisien, en dessous des toits, vous avez vécu des fortes chaleurs l'été, voilà. De quel constat vous êtes parti? Oui, des fortes chaleurs, oui. Alors j'ai la chance d'habiter en province, donc d'habiter dans une petite maison, donc sous les combles, mais il fait tout aussi chaud. Et effectivement, ce constat-là, qu'on a chaud chez nous, très clairement. Moi, j'ai un passé aussi d'ingénieur thermicien, donc dans mon métier, je connaissais ces choses en fait, de chaleur importante. Et en regardant tout ça, on se dit, voilà, il y a des choses à faire, il faut faire baisser la température, et la clim, c'est malheureusement pas la meilleure des solutions, parce qu'on le sait,
ça pollue beaucoup. Et donc, on a cherché des solutions sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a des bâtiments plus touchés par ces fortes chaleurs l'été, forte exposition au soleil? Oui. Ouais. Globalement, tous les bâtiments qui sont très peu isolés, dès qu'on n'a pas d'isolation, la chaleur, elle va rentrer directement. Donc, tout de suite, la température monte beaucoup. Donc, c'est ces bâtiments-là, effectivement, qui sont la priorité là-dessus. Donc, alors, expliquez-nous ce qu'on trouve dans cette peinture, enfin, ou comment elle marche même, d'ailleurs, déjà, peinture réflective. On dit peinture réflective, réfléchissante. Ouais. En fait, le principe de base, il est vieux comme le monde, hein, c'est de la peinture blanche. On voit dans les pays du Maghreb ou en Grèce, les villages blancs. Mais en fait, dans ces peintures blanches, on a intégré des pigments qui ont la capacité de renvoyer les infrarouges. Les infrarouges, c'est la chaleur. Et donc, en fait, nous, on intègre des pigments qui ont cette capacité de renvoyer un maximum la chaleur. Et donc, quand le soleil en fait, touche la peinture, une grosse partie de la chaleur est renvoyée en fait, dans le ciel. Et donc, on évite à la température, de rentrer dans la toiture et donc dans le bâtiment. On l'applique où cette peinture justement? Parce que là, vous parlez de toiture. On l'applique où? Sur le toit, sur les façades? Principalement sur le toit. Ouais. En fait, on travaille beaucoup en B2B avec des bâtiments tertiaires, avec des toits plats généralement. Et donc, on applique en fait la peinture sur les toits plats pour faire baisser la température. On va avoir demain des nouvelles peintures, parce qu'on a beaucoup de demandes du B2C des clients particuliers, donc qui ont des tuiles, des ardoises, du zinc. Et donc là, on va avoir des peintures colorées, qui ont ces mêmes pigments qui renvoient la chaleur, et qu'on va pouvoir en fait mettre sur de la tuile, parce que repeindre des tuiles en blanc, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté. Alors jusqu'à combien de degrés cette baisse de température peut-elle aller exactement? Alors on a des moyennes, mais les moyennes, ça va autour de 5 degrés. Parfois c'est 3, parfois c'est 8. Mais la moyenne, c'est une baisse de 5 degrés de la température dans le bâtiment. Donc vraiment une amélioration du confort en fait, pour les usagers, aussi pour les matériaux qui sont stockés. On travaille avec des boîtes qui stockent par exemple du chocolat, et donc ils ont des risques forts d'avoir du fonte de chocolat tout bêtement. Donc ça c'est pour les bâtiments qui ne sont pas climatisés. Pour les bâtiments qui sont climatisés, on va amener entre 30 et 50% d'économie de clim en fait, sur le bâtiment. Est-ce qu'il faut réitérer son application à cette peinture? Est-ce qu'on l'a mise une fois et c'est bon? Ou est-ce qu'il faut remettre des couches de temps en temps? Il faut remettre des couches de temps en temps. Ce qu'on dit, c'est globalement tous les 10 ans. En fait, une des capacités de la peinture, c'est qu'elle a une durée de vie aussi qui est très longue. Donc tous les 10 ans, globalement, il faut remettre une couche pour effectivement ramener une nouvelle performance en fait, à la toiture. Donc aujourd'hui, vous dites que vous vous adressiez globalement à des entreprises. Aujourd'hui, des particuliers font appel à vous. D'ailleurs, comment ça marche? C'est eux qui viennent ou c'est vous qui allez les démarcher, les entreprises? Comment ça marche? Alors, les entreprises, il y a un peu des deux. Effectivement, il y a du démarchage de notre côté où effectivement on envoie des mails, on passe des appels. Et puis de plus en plus, on a de la demande entrante. Donc c'est une bonne nouvelle parce qu'on se fait connaître. Et puis la solution commence à être connue aussi par le plus grand nombre. Vous preniez cet exemple de l'usine de chocolat. Est-ce que il y a des secteurs qui sont plus intéressés que d'autres? Oui, bien sûr, il y a des secteurs. En fait, nous, on voit 3 gros secteurs importants. Il y a tout ce qui est grande distribution, Leclerc, Intermarché, U, ainsi de suite. Donc eux, effectivement, on travaille avec eux. Ils ont des grosses consommations de clim. Il y a toutes les foncières immobilières, donc des sociétés qui sont propriétaires de bâtiments. Donc là, en plus, il y a de la réglementation qui les oblige à faire baisser leur consommation, donc ils viennent vers nous sur ces sujets-là. Puis il y a tous les entrepôts logistiques, donc des immenses entrepôts où il y a du stockage, comme on disait, l'exemple du chocolat, où là, ils ont soit des consommations de clim importantes parce qu'ils stockent des produits frais, soit ils ont des problèmes de risque de perte de matière. Merci beaucoup Maxime Clavel d'être venu sur le plateau Smart Impact aujourd'hui, de vous avoir présenté votre solution. Je rappelle, vous êtes CEO d'Enercool. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est déjà la fin de votre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Impact ou autre. Je vous souhaite une très bonne journée à tous sur Bismart. À très vite.